je vais commencer. Alors, bonjour, mon nom est Daniel Doiron. Et cette semaine, je lisais un article avec Jim Benson. Il disait Time does not fit, it flows. Puis c'est vraiment approprié pour la conférence aujourd'hui. On va commencer immédiatement parce que la conférence est enregistrée. Et je vais laisser Anna vous dire bonjour. Bonjour à tout le monde. J'étais vraiment fière parce que Benoît avait très bien prononcé mon nom de famille, Anna Sikorska. Vraiment une organisation superbe de la part d'Agile Tour Montréal cette année encore. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bye bye. On commence la vidéo, Benoît. Bonjour. Bienvenue à cette séance sur le timeboxing et son appariement avec la science qui n'est pas évident, du moins dans mon optique. On va voir ici les origines de Scrum et un gros malentendu qu'il y a eu peut-être au niveau du timeboxing et sa signification vis-à-vis des itérations. On va également regarder ce qui est l'impact des pénuries de temps sur nos capacités de prendre des bonnes décisions. Et nous allons finalement conclure avec le Dr Gorath et sa compréhension de la simplicité inhérente. Il y a un lien sur les origines de Scrum de Jeff Sutherland et ça montre l'inspiration que Jeff Sutherland a eue pour créer les sprints et le timeboxing. C'était une publication dans le Harvard Business Review de New Product Development Game en 1986 par Takeuchi et Nonaka. L'idée que Jeff Sutherland avait tirée de ce rapport-là, c'était qu'il serait capable de viser l'hyper-performance avec des rendements de 500% et plus. Ce qui, au fil des 20 dernières années, ne s'est produit peut-être que 4 fois dans tous les projets Scrum que Jeff Sutherland a pu entreprendre. Scrum, finalement, a manqué la finesse du papier de Takeuchi et Nonaka en mélangeant le timeboxing et les sprints en lieu du concept d'itération. Des itérations, ça a des longueurs, des durées variables. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fixe une portée, un scope, et on s'ajuste, on laisse le temps passer pour pouvoir réaliser ce scope-là. Le bénéfice, c'est qu'on n'a pas besoin de se battre avec les requis d'affaires pour les mettre dans 1, 2 ou 3 sprints. On peut facilement s'arranger pour tout mettre dans la phase qu'on veut réaliser, fixer un scope et le réaliser, prendre le temps que ça prend pour le réaliser. Les pénuries de temps dans ce livre-là sont décrites et la conclusion est très simple, c'est que quand on crée des pénuries de temps, que ce soit des vraies pénuries de temps ou avec des deadlines, des choses comme ça, ou qu'on les fait artificiellement avec le timeboxing, ça a un impact majeur sur la qualité de notre processus de prise de décision. Facilement, vous pouvez perdre de 13 à 14 points de quotient intellectuel en tant qu'individu. 13-14 points de quotient intellectuel, c'est la différence entre être capable de fonctionner normalement, puis avoir des lacunes sévères à pouvoir fonctionner normalement. Maintenant, imaginez que vous prenez 8-9 individus dans une équipe et que vous les affectez de cette façon-là. Le timeboxing, c'est un exemple de pénuries de temps qui sont créées de façon artificielle. La vraie signification du travail de Takeuchi et Nonaka est comme suit. Les itérations sont faites d'interaction avec les gens parce que c'est essentiel dans la nature du travail intellectuel. Et les itérations sont de durée variable. On prend un scope et on finit. Quand c'est fini, on l'exécute et ça prend le temps que ça prend. Évidemment, il faut planifier le scope pour pas que ça prenne 3-4 mois à réaliser. C'est
On est toujours dans le monde de l'agilité. Et on a nos livrables qui, à la fin de l'itération, sont représentés comme ceci. Ça peut varier. Le concept d'itération est fait avec des phases de divergence et de convergence. Il y a de la friction dans les itérations. Et c'est important et c'est crucial dans un monde de VUCA où il y a de la variabilité, de l'incertitude, de la complexité et de l'ambiguïté. Ceux qui sont familiers avec le design thinking, ce qu'on appelle le double diamond, avec la différenciation et l'intégration, mais c'est la même chose. Il n'y a pas de... C'est congruent cet effet-là. Alors, ici, on voit deux exemples d'itération. Une où le design est assez facile, mais que la réalisation va être difficile. Et une autre où le design va être difficile et la réalisation va être très courte. Pas nécessairement facile, mais très courte. Ici, on voit qu'on a des portées qui sont relativement fixes. Ceci est imagé, évidemment. Et le concept, c'est que le scope va être fixé et on prend le temps que ça prend pour le réaliser. L'effet, évidemment, se fait ressentir comme ça, c'est que les itérations peuvent être de durée variable, mais le scope est fixé d'avance et on laisse le temps varier. Maintenant, si on fait un parallèle avec un sprint, mais on voit que avec mes itérations, là, à toutes les itérations, je livre. Ça prend le temps que ça prend. On voit ici que dans sprint 1, 2, 3, 4 et 5, j'ai des résultats qui sont assez intéressants. Par exemple, dans le sprint 1, si je fais un mappage bête et méchant avec les itérations, c'est facile à faire. Hein? Parce qu'avec un sprint, il faut que tu contraignes le temps, il faut aussi que tu contraignes le scope. Alors, dans le sprint 1, on n'aurait rien livré. Dans le sprint 2, on aurait eu 2 livrables. Dans le sprint 3, 1, 4 et 5, rien. Et dans le sprint 6, une autre livraison. En termes de flow psychologique, ça complique les choses parce qu'avec des sprints, on est obligé de faire en sorte qu'on doit rentrer ça dans des contraintes de temps. Et ça crée de la complexité au niveau de la gestion du scope. Le timeboxing aussi est incompatible avec le travail intellectuel. On va voir ça dans la prochaine section. Et Agile, avec son utilisation du timeboxing, pense que les phases de divergence et de convergence peuvent être tout simplement hard-codées dans les cérémonies, rôles et responsabilités qu'ils offrent. Et la chose la plus importante, c'est qu'à la fin d'un sprint, on tire la plug sur toute la variabilité qu'on a eue pendant le sprint. Bien, il y a de l'information dans la variabilité. Et le timeboxing est incapable de les absorber. Si, par exemple, vous êtes un peu familier avec Kanban, mais Kanban a cette grande force que Kanban est capable d'absorber la variabilité. Et ça a des bénéfices incroyables au niveau de la planification, l'estimation et le scheduling des projets. Puis évidemment, à la fin de chaque sprint, le scope est renégocié. Quand on voit le parallèle avec les itérations, on voit que chaque itération a un but. Puis, au niveau de l'alignement opérationnel, psychologique, financier et informationnel, tout est bien ficelé. Puis, il n'y aura pas de choses à remettre en question à la fin d'une itération. Un goal pour une itération, il est fixé et le temps est variable. On prend le temps que ça prend pour pouvoir y arriver. Ce genre de façon d'opérer, c'est fantastique parce que ça enlève toute l'anxiété qui est créée par la multiplication des dépendances qu'on fait quand on essaie de contraindre le temps et de contraindre le scope en même temps. C'est vraiment un libérateur, si on peut le dire. Évidemment, ça facilite le besoin de faire beaucoup de front planning
pour les requis et tout ça, parce que la multiplication des sprints pour fitter les requis n'est pas essentielle. Maintenant, nous arrivons à la partie vraiment intéressante, la plus intéressante pour moi, c'est au niveau de la simplicité inhérente. La complexité et les degrés de liberté. Ça vient toucher un peu à l'essence même du timeboxing et pourquoi c'est toxique. Ici, il faut parler des degrés de liberté. Je vais essayer d'aller rapidement. En statistique, le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de variables qui sont nécessaires dans le calcul d'une équation. Les variables qui sont indépendantes dans un système dynamique, qui sont nécessaires à cindrer la complexité, sont appelées des degrés de liberté. Et finalement, ça définit le minimum de variables qui est requis pour solutionner un système complexe. Plus que de degrés de liberté, plus que ça demande une connaissance profonde du modèle pour pouvoir prendre les bonnes actions qui s'imposent. On va regarder un petit exemple bien simple ici. On a deux équations. Les deux doivent égaler 100. Puis je vois que mes 4 premières valeurs sont complètement aléatoires. Mais la dernière, le X, je n'ai pas le choix. Il faut que je la balance pour arriver à 100. Donc, dans les deux équations, on a 4 degrés de liberté. Parce que la 5e valeur, on n'a pas le choix. Il faut qu'on balance. Alors, dans l'équation 1, X doit égaler 60. Dans l'équation 2, X doit égaler 80. Puis, si on en fait un autre, les 4 premières variables peuvent être n'importe quoi, n'importe quelle valeur, mais la 5e, il faut la faire balancer. C'est pour ça qu'on a 4 degrés de liberté. Maintenant, dans notre monde en 3 dimensions, en tant qu'humain, sur la planète Terre, voici les mouvements qu'on peut faire. Ce sont nos degrés de liberté en tant qu'humain. On peut aller en arrière, à gauche, à droite, on peut faire des pirouettes et un paquet de choses. Mais une chose qui est intéressante, c'est que le temps n'a qu'un degré de liberté. On ne peut pas aller en avant, on ne peut pas aller en arrière, on ne peut pas aller de côté, on peut seulement, le temps va dans une dimension. Et ça a des bénéfices incroyables au niveau de la gestion. Regardez la table de compte des matières d'un livre quand on essaie de gérer le scope. Il faut vraiment prendre des décisions, puis il y a de la linéarisation, il y a de la séquence, de l'ordonnancement. Tandis que quand on va en fonction du temps, l'approche TimeFlow, on gère en fonction du temps et non pas en fonction du scope. Et il y a un gros bénéfice parce qu'on est capable de contrôler la variabilité à ce moment-là en oubliant la dimension du scope, qui est quelque chose de très complexe, qui a un nombre infini de degrés de liberté. Le temps, comme j'ai dit, ça va juste dans une direction vraiment simple, vraiment simple. Il n'y a aucune dépendance et ça a des bénéfices incroyables sur l'anxiété au travail et la qualité de vie au travail. Alors, avec moins de degrés de liberté, l'approche TimeFlow gagne en simplicité, comme le docteur Goldratt nous a tous appris. Si vous voulez un peu savoir plus sur ce sujet, il y a un lien ici avec les Campfire avec Herbie sur YouTube pour voir un peu comment je pense sur l'approche de Takeuchi et Nonaka. Alors voilà, c'est la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre temps et rappelez-vous que au lieu de gérer et le temps et le scope, ce qui nous force à faire en sprint et en agile, déterminer un scope qui est gérable et laisser le temps prendre soin de livrer pour vous. Merci.